Chapitre 1. Les écosystèmes, des interactions dynamiques entre les êtres vivants et entre eux et leur milieu. Ce chapitre s'inscrit dans le thème 2. Enjeux contemporains de la planète, partie écosystèmes et services environnementaux. Quelle que soit l'échelle à laquelle nous regardons le monde qui nous entoure, une certaine biodiversité est présente. En effet, où que nous portions notre intérêt à la surface du globe, et même quelquefois à des milliers de mètres de profondeur sous les roches, les êtres vivants sont présents, se nourrissent, vivent, se reproduisent, interfèrent entre eux et échangent avec leur environnement. Une grande diversité d'espèces vivantes existe à travers leurs formes et les relations qu'elles entretiennent. Voyons dans un grand 1 la notion d'écosystème. Les écosystèmes sont constitués par des communautés d'êtres vivants, appelées biocénoses, interagissant au sein de leur milieu de vie, que l'on appelle le biotope. Le biotope est l'ensemble de conditions physico-chimiques ou abiotiques, c'est-à-dire qui ne sont pas en lien direct avec les êtres vivants, dans un endroit donné. Les conditions abiotiques sont la température, l'humidité, la luminosité, l'altitude, le type de sol, etc. Le biotope étudié désigne donc un lieu particulier défini par des conditions physico-chimiques qui influencent le développement de la population. La biocénose représente toutes les espèces qui peuplent le biotope. Dans un écosystème, on distingue donc les conditions abiotiques et les facteurs biotiques qui caractérisent les êtres vivants dans l'air, sur terre et sous terre que l'on va trouver à toutes les échelles dans un milieu défini. On donne aussi la taille du milieu pour le caractériser. Dans cet exemple, l'écosystème de la forêt, pour étudier cet écosystème, il faut faire des relevés standardisés sur une durée déterminée et sur un espace précisément fixé pour pouvoir comparer un relevé à un autre, une forêt à une autre. Les relevés permettent de définir précisément le biotope d'une forêt, c'est-à-dire ses conditions abiotiques. Dans ce biotope, on retrouve la surface totale de la parcelle, l'humidité et l'hygrométrie, son pH, la composition du sol en minéraux, l'étude de sa température, nombre de jours de gelée par exemple, sa luminosité, qui va être différente selon les périodes de l'année ou selon les zones de la forêt, et ce relevé permet de définir les caractéristiques abiotiques de la forêt d'intérêt. On va également s'intéresser au peuplement de cette forêt et donc à sa biocénose. Les arbres dominants, les plantes à fleurs, les arbustes, les mousses, les fougères, les champignons, les oiseaux, les mammifères, etc. On s'intéresse aussi à la faune des sous-sols, les vers, etc. Mais aussi aux bactéries et à tous les organismes qui peuvent vivre à la surface ou dans le sous-sol. Étudier la forêt est important à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de la planète, car la forêt représente environ 40 millions de mètres carrés sur Terre, c'est-à-dire à peu près 30% de sa surface. Et en France, cela représente 160 000 km². Voyons maintenant dans un grand 2 le fonctionnement d'un écosystème, et nous allons prendre comme exemple la forêt. Dans un grand A, nous allons voir les interactions entre biotope et biocénose. Au niveau de la forêt tempérée, il y a, dans un premier point, une structure verticale précise. On va trouver des arbres très hauts, donc qu'on appelle la strate arbustive élevée, des strates arbustives plus basses, de 10 mètres de hauteur par exemple, des strates herbacées ou arbustives de quelques dizaines de centimètres de haut au moins,
Et dans ces strates, il y a une répartition non aléatoire des espèces vivantes. Dans un deuxième point, on trouve une répartition horizontale précise, car selon l'endroit, il n'y a pas éventuellement la même humidité, mais surtout la même lumière. En effet, les arbres sont les intervenants principaux en termes de peuplement de la forêt. À certains endroits, ils ménagent des clairières où la lumière va jusqu'au sol, alors qu'à d'autres endroits, la lumière pénètre peu et ne va pas jusqu'au sol. La répartition horizontale est elle aussi non aléatoire et dépend de la lumière ménagée par les arbres. En fonction de leur installation dans la forêt par exemple, les êtres vivants peuvent influencer les conditions physico-chimiques. Ce sont les arbres qui ont la plus grande influence. Les arbres filtrent la lumière grâce à leurs branches et leurs feuilles hautes. Ils régulent la température et l'humidité grâce à l'absorption et au relargage de l'eau par exemple. Ils freinent le vent. Ils modifient le sol grâce à leurs racines. Les racines vont également attaquer et modifier les roches et minéraliser le milieu. Les arbres créent donc un microclimat. Ce climat est influencé par leur présence dans la forêt. Voyons maintenant les interactions au sein de la biocénose. C'est un rappel de votre programme du collège. Les êtres vivants interagissent entre eux par des relations de prédation, de collaboration, etc. La diversité des interactions biotiques s'étudie à la lueur de leur effet sur la valeur sélective des partenaires. La compétition, par exemple pour la lumière ou pour l'eau, l'exploitation, c'est-à-dire la prédation ou le parasitisme, et la coopération, le mutualisme, dont la symbiose. Ces interactions structurent l'organisation, la biodiversité de l'écosystème, et son évolution, c'est-à-dire la dynamique des populations. Voyons dans un grand C les conséquences de ces interactions, c'est-à-dire la production et le flux de matière. Pour étudier les flux de matière dans un écosystème, on peut suivre le devenir de l'élément chimique constitutif de la matière organique, tel que le carbone, l'azote ou le phosphore. Dans un écosystème, les êtres vivants vont produire de la matière organique. On parle de biomasse. Ils facilitent les échanges de matière, ce qu'on appelle les flux, et une partie de cette matière va être recyclée, notamment grâce au sol. Les producteurs primaires sont des organismes capables de convertir la matière minérale en molécules organiques en présence d'énergie, grâce à la photosynthèse. Les consommateurs utiliseront cette matière organique pour produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement, mais aussi pour produire leur propre matière organique. C'est le plus souvent au cours de la respiration cellulaire que se fait cette production d'énergie. Ainsi, l'énergie solaire est convertie en énergie de fonctionnement au sein de la biomasse. L'effet des écosystèmes dans les cycles géochimiques ainsi constitués se mesure par des bilans d'entrée et sortie de matière. Voici le cycle biogéochimique du carbone que vous avez commencé à construire en 6e. Enfin, voyons dans un grand 3 la dynamique spatio-temporelle des écosystèmes. Un cycle sylvigénique, c'est-à-dire le cycle de vie d'une forêt, se définit par l'évolution naturelle d'une forêt non exploitée par l'homme. Il correspond à une dynamique partant d'un sol nu qui servira à la mise en place du stade pionnier et allant vers un état de peuplement en équilibre avec le milieu qu'on appelle le stade climacique, avec un niveau de climax. Des perturbations comme un incendie ou un glissement de terrain
ramène cette séquence au premier stade du cycle sylvigénique. Une nouvelle dynamique vers le stade de climax se remet en place. Cette capacité de retour vers un état d'équilibre est appelée la résilience de l'écosystème. La complexité du réseau d'interaction et la diversité fonctionnelle favorisent la résilience des écosystèmes jusqu'à un certain seuil de perturbation. On relie donc la diversité fonctionnelle d'un écosystème à la diversité spécifique ou génétique garante de cette diversité fonctionnelle.